Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Donc comme la semaine dernière, on va traiter des indices du forex, de l'or, des cryptos. On fera aussi un petit point en fin de vidéo sur le VIX. Euh, donc je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre le pouce et à me faire des commentaires sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous plaît pas, et sur les thèmes que vous aimeriez que j'analyse. À bientôt. Allez, on commence avec le S&P. Donc ici, on est en hebdomadaire. On voit qu'on a fait une petite semaine de hausse. Euh, Assez peu de volatilité sur la semaine. On voit qu'on est dans un petit range. Donc je m'attendais à plus de mouvements que ça. Mais visiblement, le marché attend vraiment mercredi la décision sur les taux et puis surtout le discours et la conférence de presse qui va s'en suivre. Et là, à mon avis, mercredi soir, ça va bouger fort. Euh, donc ça, c'est en hebdomadaire. Mais quand on regarde un petit peu plus dans le détail, on se rend compte quand même que c'était une semaine compliquée pour les traders, avec beaucoup d'indécisions. En tout cas, les traders directionnels, ceux qui tradent les ranges ont pu s'en sortir plus favorablement. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, on a eu respectivement un doji, un marteau ici et encore un doji vendredi. Ça, c'est clairement un signe que les opérateurs attendent. Ils savent pas tellement dans quelle direction aller. Moi, je m'attendais quand même ici, après ce marteau, et sachant qu'on était quand même sous un niveau qui avait été identifié comme une résistance potentielle, je m'attendais à un reflux qui n'a pas eu lieu. On est allé chercher plus haut, on a sorti pas mal de vendeurs à découvert à mon avis. Et puis on est revenu, dont moi d'ailleurs. Et puis on est revenu sur ce niveau. Donc cette diagonale que j'avais tracée la semaine précédente n'a plus aucun sens parce que elle a été, on l'a pas réintégrée. Donc au contraire, elle a plutôt servi de support dynamique. On est reparti à la hausse. Donc moi, j'ai pas changé mon analyse fondamentalement. Maintenant, je pense que la probabilité qu'on aille toucher le plus haut et qu'on fasse un nouveau plus haut, je pense que cette probabilité est très forte. Est-ce que ça va relancer un mouvement haussier durable pour les mois qui viennent? Je ne joue toujours pas ce scénario. Je m'attends plutôt à une mèche et puis ensuite à un reflux des opérateurs, des grosses mains qui pourront vendre vraiment à bon prix ici leurs positions acheteuses, se couvrir en put et puis plutôt jouer la baisse. Alors, est-ce que ça sera la baisse avant la fin de l'année le timing n'est pas favorable. En fin d'année, il y a moins de volume, il y a beaucoup de particuliers qui achètent. Donc, au niveau du timing, c'est plus vraisemblable. On continue à se maintenir plutôt dans la partie haute ici, mais j'exclus pas quand même un mouvement inverse, sachant que on n'a pas eu en septembre et octobre les baisses qu'on peut attendre dans ces saisons. Et voilà, novembre, bon, ça a été plutôt haussier, neutre. Donc décembre, peut-être on aura une surprise, mais statistiquement, c'est pas ce qui doit être privilégié, mais je m'attends à tout. Donc je continue à jouer mon scénario. J'ai gardé, là, j'ai même renforcé mes shorts, voilà, sur lequel du coup je suis en moins-value. Et j'attends de voir mercredi ce qui va se passer. Et entre-temps, bah, je gère en intraday, soit essayer d'acheter des petits calls pour me couvrir de mes shorts, soit ne rien faire. Mais c'est comme ça que je vois les choses. Sur le DAX, donc c'est pareil, il y a un même principe, c'est-à-dire qu'on a fait une petite semaine de hausse. Euh, si je passe, voilà, c'est plus régulier pour le coup, moins de volatilité interne en intraday, moins de mèches. Euh, Comment je vois les choses? Trois possibilités. Soit on continue à monter et on fera pas de correction, et donc c'est pas mon scénario privilégié, mais il faut quand même l'envisager, c'est une possibilité. Et sinon, deuxième possibilité, on fait des plus hauts et ensuite on reflue. Troisième possibilité, on ne fait pas de plus haut et on va chercher la zone en bas. Bon, je pense que c'est plutôt la deuxième, hein, comme sur les S&P, qui est la plus vraisemblable. On va aller chercher les nouveaux plus hauts. Il y a juste ici ces petits retracements là. On voit que par rapport à ces dernières grandes jambes de baisse, on est vraiment allé tester la golden zone, donc qui est située entre 0,618 et 0,66% de retracement et qu'on a reflué. Donc à voir. J'ai quand même
Je surveille ça, c'est-à-dire que si on passe pas au-dessus, là, ça, on pourrait du coup baisser. Et cette zone, si on prend le plus petit mouvement correctif ici, il correspond aussi au 78,6% de correction, qui est vraiment le dernier rempart avant qu'on aille rechercher les 100%. Donc voilà, je surveille parce que ça me fait penser que moi j'ai racheté des shorts ici sur le DAX et je ne fais rien tant que justement on n'a pas cassé et validé cette zone. Donc, pour l'instant j'assume mes pertes ici et après peut-être que là je les couperai ou je me couvrirai. Mais j'ai encore ce petit espoir sur le DAX d'un reflux possible. Sur le CAC 40, voilà, toute petite semaine encore, on contracte la volatilité. Donc ça va suivre le reste du mouvement. Donc si on va chercher des plus hauts sur les S&P, on ira probablement retester cette zone et à contrario, si c'est pas le cas, là, on va pouvoir sortir de cette congestion et faire un mouvement plus significatif. Donc dans tous les cas, je m'attends quand même vraiment à pas mal de volatilité la semaine prochaine. Alors volatilité peut-être pas entre le prix d'ouverture et le prix de clôture, peut-être pas. Finalement, on va peut-être se retrouver dans les mêmes zones. En revanche, des mèches, oui, ça c'est sûr. Sur l'or, je vous avais dit, donc on sort, là on est en 4 heures, on sort de cette zone, ça va donner le mouvement. Je vous avais dit, on pourrait aller chercher éventuellement le haut de ce canal hypothétique parce qu'il n'était pas du tout confirmé, donc je l'enlève parce qu'il n'a pas été confirmé. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que ce niveau qu'on avait identifié comme une zone de résistance potentielle très importante, parce que c'est une clôture hebdomadaire, lui, cette zone, elle a parfaitement joué son rôle. On l'a testé 2 fois, on a reflué. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un niveau qui est validé. Pareil, on verra bien, mais les mouvements vont se faire sur ce niveau. Soit une accélération et on retourne chercher les plus hauts, soit on valide le rejet ici et on va pouvoir chercher plutôt le bas de la zone. Donc pour jouer ça en trading, moi je suis plutôt vendeur sur ces niveaux-là, mais avec un stop serré parce que là on risque d'accélérer fort si on casse. Sur l'euro-dollar, je vous avais dit il y a cette zone grise, je suis plutôt vendeur en dessous, donc j'ai effectivement vendu. Si on casse ici, qu'on se remet en 15 minutes. Donc comme j'avais déjà identifié la zone, qu'on avait eu ici un top précédemment, ici j'ai vendu avec un turbo put avec un très très gros levier. Là, quand j'ai vendu ici, mon stop il est là, donc on est à 0,30% et il est proche. J'avais un levier d'environ 300. Donc petite position financière et on voit qu'on a touché, enfin on l'a pas touché justement à 2 points près. Donc j'étais quasiment à zéro et puis ça a reflué. Donc maintenant je me retrouve. Donc j'avais quasiment tout perdu sur la position et là je me retrouve avec 10% de moins-value. Donc c'est ce que je vous ai mis ici. Donc j'avais acheté pour 190 euros de put. J'étais tombé quasiment à 10 ou 20 euros. Donc et là finalement comme ça a reflué, je suis à moins 17 euros de moins-value pour l'instant. Donc ça, je touche pas. Je verrai comme mercredi, il va y avoir beaucoup de volatilité. Je vais peut-être pas prendre le risque de garder cette position parce que moi, quand je l'ai prise ici, je visais un reflux assez rapide pour jouer la zone. Donc lundi, je vais voir, mais si ça baisse, à mon avis, je revendrai, quitte à reprendre éventuellement une position, mais avec un stop plus haut, parce que sinon là, je risque de me faire sortir en perte, et ça serait idiot. Sur l'USD-Yen maintenant. Alors, sur l'USD-Yen, je vous ai dit, moi je suis haussier. Maintenant, je regarde ça en hebdomadaire. Et tant que on n'a pas cassé les plus bas de la semaine précédente, alors je parle pas de ces petites semaines, hein, je parle des semaines quand on est dans le range de la semaine précédente, je ne change pas mon stop. Je considère que c'est toujours celui-là. Donc j'avais tracé ce trait orange et donc on est bien allé tester ici. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2 choses. Ici, je vous avais dit, il y a une résistance, je garde mes positions acheteuses, mais je prends un petit short. Donc c'est ce que j'avais fait et j'ai revendu exactement sur ce point. Donc j'ai encaissé 591, alors il y avait 300 ou 400% de plus-value, donc ça doit faire à peu près 400, 450 euros de plus-value, donc il y avait un gros levier, hein, puisque j'avais acheté là et j'avais mis un stop au-dessus sur la ligne violette, donc c'était un peu l'équivalent avec un levier de 300, je pense. Donc ça m'a permis quoi? Ça m'a permis de me couvrir sur cette perte-là, grosso modo, alors un peu moins, hein, parce que j'ai 600 euros de perte de moins-value potentielle pour l'instant. Sur cette grosse position, puisque j'ai quand même encore 2910 euros, donc j'avais pris pour 3500 euros d'achat sur l'USD.
avec un levier par rapport à ce montant qui est quand même relativement important puisque mon stop loss il est à 150,08. Donc là, je vais être très vigilant. Pareil, début de semaine, je vais voir ce que ça fait. Si ça remonte, je vais alléger cette position juste pour en gestion du risque. Et éventuellement, donc je pourrais éventuellement couper la moitié et prendre un short pour jouer la volatilité qui va se passer. Quand j'ai vendu là, j'ai racheté, j'avais 50 positions sur ce deuxième achat qui a un stop qui est beaucoup plus loin puisqu'il est à 144,91. Donc le levier est beaucoup moins important. Et j'ai renforcé cette position. Ce qui m'a permis, quand j'ai acheté là, c'est remonté, donc de gagner un petit peu de plus-value. Donc c'est-à-dire que là, financièrement, par rapport aux plus-values que j'ai prises là et celles que j'ai ici, je suis neutre sur cette position USD Yen. Mais comme j'ai un gros engagement ici, il va falloir que je surveille pour pas me faire, pour pas perdre bêtement là. Donc je suis toujours dans mon scénario de renfort du dollar et donc de renfort de l'USD Yen, mais la semaine prochaine, comme j'anticipe beaucoup de volatilité, je veux pas non plus prendre trop de risques. Donc là, lundi, il faudra que je fasse les arbitrages pour protéger. Là, je suis à peu près à zéro. Il va falloir que je trouve le moyen d'être toujours à zéro sur mon risque. Donc, je pense pas prendre. Une des solutions, ça pourrait être, comme je vous ai montré là, de prendre des toutes petites positions avec un énorme levier, parce que quand on perd la petite position. Mais là, on n'est pas sur un niveau d'achat. Il faut avoir des zones très importantes de support pour que ça vaille le coup de le faire. Sur les cryptos maintenant. Alors les cryptos, là on repasse en daily, on passe en hebdomadaire, donc ça bouge tellement qu'on a l'impression qu'il se passe pas grand chose. Mais en vrai, il y a quand même moins 11% là entre le plus haut et le plus bas. Donc on a un beau doji d'incertitude. On est vraiment au milieu du gué entre ces deux grosses zones jusqu'à 105 000 et jusqu'à 75 000. On est au milieu. Donc pour moi, c'est pas un niveau d'intervention en termes de trading. En revanche, si on remonte fort, je prendrai un petit short dans cette zone-là. Si on descend fort, je prendrai un achat dans cette zone-là. Alors, en vrai, j'ai quand même pris un petit short cette semaine. Mais voilà, je sais plus, j'ai pris, peu importe. Mais en tout cas, je le surveille de près, c'est-à-dire que je le revendrai. Alors, c'est une option, mais sur un ETF Bitcoin. Donc, il est ouvert que aux heures du Nasdaq, ce qui est un petit peu contraignant. Voilà. Donc si ça remonte, je couperai à zéro, enfin à zéro de plus ou moins value, et si ça redescend, là j'en profiterai pour le garder et acheter non pas l'option mais l'ETF en lui-même. Du coup un petit peu plus massivement, comme ça je serai neutre sur mon risque et je peux commencer à accumuler du BTC ou un ETF BTC sans risque. Sur le XRP, là je suis repassé en 4 heures. Je vous avais dit la semaine dernière. Je m'attends à un mouvement de 10% dans un sens ou dans l'autre. Moi, je suis plutôt acheteur, mais là, je peux pas acheter sur ce niveau parce qu'il y a trop de risques. Et effectivement, on a fait moins 10,5%. Donc, j'avais identifié ce niveau comme une zone d'achat potentiel. J'ai acheté un contrat mini futur, enfin un futur mini. Alors, ils appellent ça mini, mais c'est quand même, ça correspond à un contrat correspond à 50 000 XRP, donc c'est quand même un contrat qui coûte 100 000 dollars, là, à 2 dollars. Et donc, je me suis fait un peu peur sur ce contrat, parce que les montants engagés sont importants, et que j'ai été un tout petit peu gourmand, au sens où j'ai acheté sur ce point-là, que j'avais identifié comme une zone, donc vers 2,02. Et j'avais mis un stop au début à 4 points en dessous, donc qui correspondait quand même à un risque de 2000 dollars, puisque c'est 500 dollars le point. Et après coup, donc là c'est bien, ça a rebondi tout de suite. Donc j'étais tranquille, sauf que ça a rebondi, mais ça n'a pas confirmé. C'est-à-dire que ça a rebondi là, mais on est allé chercher plus bas. Or là j'ai fait quelque chose que en théorie il faut pas faire, en tout cas il faut le faire vraiment avec parcimonie, c'est que j'ai augmenté mon stop d'un point. Donc je suis passé de 4 à 5 points. Donc, si on était à 2,02, je l'avais mis à 1,98 et en fait je l'ai passé à 1,97. Pourquoi? Parce que après coup, j'ai vu que il y avait cette zone ici de Golden Zone qui est un point d'achat par rapport à ce dernier retracement. Et, euh, et donc je me suis dit bon, là en fait,
c'est là, c'est par ici que j'aurais dû mettre mon achat. Sauf que je l'avais pas vu précédemment et je me suis dit je vais pas me faire stopper bêtement. Alors en théorie je me serais pas fait stopper, mais c'était vraiment trop stressant, je préférais prendre un tout petit peu de marge. Donc voilà, j'ai remis un stop et donc la nuit s'est passée et ensuite le soir suivant c'est enfin parti à la hausse. Donc là j'étais content, donc ce que j'ai fait c'est que à partir de là au fur et à mesure, donc j'étais en 15 minutes, là c'est du 1 heure, mais je remontais mon stop, donc cette fois en gain. Donc par ici, je devais être à peu près à $8 000 de gain. Et non, ici, pardon. Et donc là, j'avais mis un stop à $7 000 de gain. Mais malheureusement, donc il y a eu ce premier reflux qui m'a pas sorti ou qui m'a fait un petit peu peur. Donc je suis repassé avec un stop à 6 675. Il y a eu ce second reflux qui là m'a sorti malheureusement. Mais c'était quand même un très beau trade. Ensuite tendance. Donc voilà, si j'avais mis à $6 500 ou 6 750, bah, j'aurais pu prendre une partie de cette hausse et continuer à remonter. En même temps, c'était déjà tard dans la nuit et voilà, je suis allé me coucher. Donc quand même très satisfaisant. Je vous parle de ça parce que bah, c'est important de voir comment enfin, le money management. Donc comme je vous ai déjà dit, moi quand je prends un trade spéculatif, je vise au minimum x2, c'est vraiment le minimum. Donc là par rapport à mon risque qui était à $2 500, j'ai fait x2,5, donc c'est pas mal. Mais voilà, un peu stressant parce que c'est quand même des gros montants. Donc content de ce trade. Maintenant sur le XRP, j'attends aussi parce qu'on est de nouveau sur des niveaux identifiés. Je sais pas où ça va aller. De toute façon, c'est quand même plutôt le Bitcoin et le S&P qui vont donner le mouvement risk on ou risk off. Donc on verra bien, mais là je fais rien et pour l'instant j'ai pas de plan de trade. Quand il y a trop de volatilité, en plus avec des contrats à ce prix-là, là c'est pas possible. Donc je vous parle de volatilité, il faut que je vous parle un petit peu du VIX. Le VIX, c'est ce qu'on appelle l'indice de la peur, mais en fait, c'est l'indice de la volatilité implicite sur les options du S&P 500. Donc, quand on achète une option, elle est composée le prix est composé de plusieurs choses, la valeur intrinsèque, la volatilité historique et la volatilité implicite et les taux d'intérêt, mais ça c'est nouveau. Donc, la volatilité implicite, c'est très important parce qu'en fait, c'est celle qui est anticipée par les market makers, par les émetteurs d'options. Et ça va avoir un gros impact sur la variation de prix des options. Donc quand on trade des options, d'ailleurs là je vous parle de mots, peut-être que vous ne comprenez pas tout, mais je vous invite vraiment à aller voir du coup le site que j'ai mis dans la présentation de ma chaîne. J'ai mis plusieurs sites, dont un qui est animé par Romain Daubry et son associé, et vous trouverez des ressources vraiment très très qualitatives qui expliquent le fonctionnement des options. En tout cas, le VIX, de toute façon, il est quand même intéressant quand on traite des indices parce que il a des mouvements corrélés à l'inverse de l'indice. C'est-à-dire que quand le VIX monte, ça veut dire qu'il y a une peur et ça veut dire que les indices baissent. Et à contrario, quand le VIX baisse, les marchés actions sont plutôt haussiers. Donc là, je vous l'ai mis depuis 1990. Évidemment, le VIX, c'est comme un oscillateur, c'est borné parce que il peut pas aller plus bas que zéro. Alors on avait vu que le pétrole était allé plus bas que zéro, mais c'est un peu différent parce que le pétrole, c'est un stockage physique, etc. Là, c'est complètement différent. En théorie, le VIX ne peut pas aller plus bas que zéro. Et on voit que historiquement, il a touché ici 8,60 deux fois, et ici en 94, 9,50. Donc on a vraiment des zones qui sont bien identifiées. Quand le VIX est vraiment très bas dans cette zone verte, là, il y a quand même une grande complaisance et ça vaut le coup d'acheter des options parce que la volatilité implicite est très faible, ou plutôt d'acheter des options de vente, hein, parce que on risque d'avoir des mouvements assez forts qui vont multiplier le prix de l'option à la fois parce que ça va dans le sens de la vente et à la fois parce que le prix de la volatilité implicite augmente. Et quand on parle d'augmentation, en fait, regardez par exemple ici par exemple, c'est 100% d'augmentation de la volatilité. Donc ça fait énormément augmenter le prix de l'option. Donc ça, la zone verte, c'est vraiment des zones où on va chercher des achats plutôt de put, parce qu'il y a une grande complaisance du marché qui est trop forte et qu'on risque d'avoir des mouvements correctifs assez puissants. Quand on est dans la zone basse bleue, c'est une zone d'achat très confortable. Dans la zone bleue un peu plus haute, le risque est déjà plus élevé, les options sont plus chères.
mais ça reste une zone d'achat. Donc là, en ce moment, c'est un peu, on navigue là-dedans, hein, dans cette zone haute. Et ça se voit sur les marchés actions. Il y a une hésitation, on ne sait pas trop dans quel sens ça va. Il y a des mouvements quand même un petit peu forts, mais ça reste un marché plutôt qui pousse vers le haut. Et en revanche, quand on passe au-dessus, c'est là qu'il faut commencer à prendre des profits sur ces achats de put. Et puis quand on est dans cette zone très de panique, hein, là le prix des options est phénoménal. Et là il faut faire de la vente d'options. Alors pas sèche parce que moi je fais pas ça parce que c'est trop risqué. Donc là encore je vous renvoie au site si vous voulez comprendre de quoi il s'agit. Euh, mais euh, mais de la vente d'options couverte avec par exemple de l'achat de. Ouais, l'idéal c'est que si on est vendeur, si on est acheteur d'un put par exemple avec une échéance un peu longue, là on peut prendre des ventes cette fois de put avec des échéances courtes pour encaisser la prime de volatilité qui risque de réduire. On est couvert sur les prix et on encaisse la prime de volatilité. Et voilà, bref. Bon, donc en tout cas voilà pour le VIX et pour la gestion de la volatilité. C'est très important quand on fait du day trading. Moi, je les surveille toujours en parallèle. Je me mets sur des unités de temps en 5 minutes et, et je regarde comment évolue l'indice et comment évolue le VIX parce que parfois il y a des signaux à 1 minute d'écart. Donc quand on fait vraiment du scalping, ça peut donner des petits signaux où on a un mouvement de hausse par exemple sur l'indice qui casse une petite résistance, donc le VIX devrait baisser, mais le VIX ne baisse pas. Et ça veut dire bon peut-être que les émetteurs ne croient pas trop et que donc ils attendent un petit peu une confirmation. Et effectivement, on peut avoir un petit reflux sur l'indice à ce moment-là, si le VIX n'est pas confirmé, et donc prendre quelques points. Ça c'est vraiment du scalping, mais ça fait partie des choses qu'on peut utiliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, ça m'aidera à me faire référencer sur YouTube. N'hésitez pas aussi, s'il vous plaît, à mettre des commentaires sur ce que vous aimez, sur ce que vous n'aimez pas, sur les sujets que vous souhaiteriez que j'approfondisse éventuellement. Voilà, il n'y aura pas de vidéo avant début janvier, donc je vous souhaite à tous une excellente fin d'année. Restez prudents sur le marché et à très bientôt.